Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette rencontre avec deux intellectuels brillantes et en éveil, avec deux esprits principaux-auteurs, on en parlait il y a 2 minutes. Mais c'est aussi deux personnalités vives, qui sont aussi curieuses et sensibles et qui partagent, à mon avis, à la fois le même amour des mots, mais aussi des bêtes et des hommes. Donc voilà, on a une écrivaine à notre droite, une philosophe des sciences à ma gauche. Caroline Lamarche, bonjour. Bonjour, Yves Dorzé. Quelle joie aussi. Oui, enfin bon, accessoirement. Donc Caroline, on ne va plus vous la présenter, elle est ici chez elle, à Passaporta, donc auteure de plusieurs romans, nouvelles, poésie, écriture pour la scène, pour la radio, prix Rossel, enfin, on ne doit plus la présenter avec son dernier ouvrage, Nous sommes à la lisière. Et puis Vinciane, philosophe, psychologue, professeur à l'ULiège, qui a travaillé sur d'énormes travaux autour de la psychologie humaine et l'éthologie, obsédé par la question comment vivre avec les animaux, et puis qui a travaillé à la fois sur les grands singes, sur les chevaux, sur les rats penseurs, sur toute une série de... et qui a aussi accessoirement fait un petit détour au-delà des vivants, du côté des morts, récemment. Donc voilà. Alors, pour commencer, j'avais envie de me tourner vers vous. On va se vous voyez, c'est la norme. Donc, au travers de cette nouvelle, Caroline, 9 textes très ciselés qui donnent la part belle à l'émotion animale et qui est finalement, mais aussi aux hommes et aux femmes un peu cabossés. À la fois, on croise des couples à la dérive, des squatteuses, des personnes, des parents en deuil. Vous l'avez dit, ce n'est pas un livre à message, c'est des histoires un peu de rêve éveillé, entre guillemets, enfin si je peux le résumer comme ça. Vous êtes sensible depuis longtemps à la cause animale et elle traverse d'ailleurs votre œuvre. Il y a eu la chienne, il y a eu le chien, l'ours, le cerf. Enfin, je veux dire, je voulais me demander une petite question un peu d'ouverture comme ça, mais d'où vient votre intérêt, votre passion, votre curiosité pour le monde animal et voilà, pour commencer sur... Je crois que tout vient de l'enfance, tout ce qui nous habite. Et donc, mes parents vivaient en ville, donc nous ne pouvions pas avoir d'animaux, mais en été, nous étions à la campagne chez nos grands-parents, près d'une ferme, et donc on voit à la fois la cruauté et la beauté de la vie sauvage ou semi-sauvage. Voilà, ça vient de là. Et je dirais que dans mes rêves, puisqu'on a parlé de rêves et que j'ai commencé avant d'écrire par tenir un journal de rêves qui a été ma table d'écriture, mon apprentissage, quand je rêvais d'animaux, plutôt quand il y avait une souffrance qui ne pouvait pas être exprimée, qui était sans mots, dans mes rêves venaient des animaux qui souffraient. Alors je pense que ce côté animal instinctif habite mon inconscient avant tout et depuis toujours. Et quand j'étais petite, ça ne m'intéressait pas beaucoup l'idée d'aller au ciel après la mort parce qu'il n'y aurait pas d'animaux. Je trouvais ça totalement absurde. Donc au-delà, bien avant toute pensée, toute réflexion sur le sujet, ça me semblait tout à fait faux, contre nature, d'imaginer un paradis ou même un purgatoire sans bêtes. Voilà. Merci Vinciane. Je voulais vous demander aussi comment vous avez croisé, vous, l'éthologie, comment vous êtes devenu plongé dans le comportement animal. Qu'est-ce qui vous a stimulé au départ ? Alors, moi, il y a peu d'enfance dans cette affaire-là, sauf, ou bien alors si c'est une enfance, mais c'est celle qui m'est restée, je vais dire. C'est le goût des histoires, je pense, qui me vient de l'enfance, et c'est la partie d'enfance qui a pu se préserver à travers l'université notamment. Et c'est la découverte de la manière dont les éthologistes travaillaient et racontaient les animaux. Donc c'est un cours d'éthologie qui était donné par le regretté Jean-Claude Ruet, qui était un professeur d'éthologie absolument merveilleux et j'étais censée faire de la psychologie clinique parce que j'avais fait la philosophie, puis voyant que ça m'avait mené droit au chômage, je me suis dit je vais essayer de faire d'avoir un diplôme qui soit peut-être un peu plus socialisant. Mmh. Et puis, donc, j'ai repris des études en me disant la clinique, ça reste quand même, il y a pas mal de choses à faire. Et très rapidement, je me suis ennuyée en clinique, mais profondément ennuyée, parce que j'avais l'impression de ne pas apprendre grand-chose d'intéressant. Et en revanche, en éthologie, c'était passionnant. Et je me suis rendu compte que les éthologistes, c'était passionnant parce que tout était inventé, parce qu'il y avait un besoin de travail de traduction, et parce que tout ça passait
parce que malgré le poids des contraintes à faire science, pour le dire un peu platement, ils avaient gardé le goût des histoires. Et il y avait quantité d'histoires qui étaient racontées. Alors que ce n'est pas seulement l'histoire longue de l'évolution, c'était des histoires d'oiseaux individuels. En fait, j'avais l'impression de lire d'excellentes nouvelles ou d'excellents romans dans chacun des articles scientifiques qui étaient, pas tous, mais dans nombre d'entre eux. Et donc, je me suis mis à aimer les animaux que ces scientifiques me faisaient aimer. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler des attentions soutenues. C'est le fait de voir ces scientifiques aimer tellement les animaux, certes pas tous les animaux, c'était tel animal ou tel animal, eh bien je ne pouvais pas m'empêcher d'être contaminée par cet amour-là. Mais précisément, enfin, on sait que le scientifique est du côté de l'observation, du raisonnement, de l'expérience. Et vous dites, c'est aussi un monde où il y a de la poésie, de l'imaginaire, de l'émotion. C'est pas parfois frustrant en tant qu'éthologue de devoir à la fois être sur la rigueur et ne pas se laisser emporter par l'émotion à ce niveau-là? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement là où ça dérape, oui. Évidemment, comme philosophe. C'est là où on rejoue les dés. Et c'est extrêmement intéressant, c'est de voir quels sont les éthologues qui s'arrangent pour braver les contraintes, qui se mettent à la lisière. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit pourquoi est-ce qu'ils le font, comment est-ce qu'ils le font, et comment est-ce qu'ils le font de façon à ce que ça passe quand même, que ça marche, que ça ne soit pas sanctionné. Et là, ça devient très, très amusant. C'est donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ils se mettent à transgresser tout en respectant. Donc, c'est pas de l'anthropomorphisme, c'est juste, ils vont transgresser. Et il y en a certains qui le font merveilleusement bien. Et donc, c'est là où ça m'intéresse. Et certains vont respecter ces contraintes. Et généralement, c'est un peu moins intéressant. Voilà, on va le dire comme ça. Pour rester sur ce registre fiction, science, Caroline, qu'est-ce qui vous attire en tant qu'auteur chez l'animal? Et puis, on sait que la littérature, la relation entre l'animal et le romanesque, c'est une vieille histoire, quoi, des contes et légendes, des mythologies, de la BD populaire. Enfin, je veux dire, est-ce que quelque part vous avez l'impression qu'elle sert la cause animale, la littérature, à ce niveau-là? Moi, je pense que la littérature ne sert pas une cause, en tout cas pas la mienne, pas celle que je fais. C'est-à-dire, je n'ai jamais l'idée d'un message quand je me mets à écrire. J'ai mes engagements par ailleurs, mais on s'engage sur la page au niveau de la langue, du style, de la virgule. Et j'aime quand Vinciane dit ce qu'elle aime, c'est les récits. Je pense que si nous aimons tes livres, Vinciane, et si les gens aiment lire des histoires d'animaux, c'est précisément parce qu'il s'agit d'histoire. C'est une manière de raconter, et la manière de raconter, ça franchit toutes les barrières de discipline. On peut être un scientifique et raconter merveilleusement, et on peut être aussi un écrivain et ennuyer son monde. Donc j'ai un peu oublié quelle était la question. Mais de savoir si la littérature pouvait servir la cause. On sait que les animaux peuvent être caricaturés dans les histoires, peuvent être rendus bêtes, au rang inférieur, peuvent être soit des monstres, soit des esclaves. Enfin, ils ont été exploités dans toutes ces formes. Est-ce que ça sert la littérature, ça sert la cause en tant que telle des animaux ou pas? Mais ça dépend qui. Si on lit Descartes ou Saint-Augustin, pas du tout. Pour Descartes, l'animal est une mécanique. Hein. Et d'ailleurs, il y a un chapitre qui m'a fort intéressé dans le livre de Vinciane, que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions. C'est le chapitre sur la vache. Quand on pose les bonnes questions aux vaches et quand on les observe, on voit bien que ce ne sont pas des mécaniques ou les bœufs ou les ânes ou les chevaux au service de l'homme, et qu'il y a chez eux, chez elles, une résilience, une résistance, une subversion. Et je pense que les histoires... j'ai mis en exergue de mon livre une phrase de Pierre Gascard. Donc Pierre Gascard, c'est un auteur qui a écrit en 1952 un livre intitulé « Les bêtes », qui parlait déjà de la souffrance animale dans les laboratoires, de la brutalité envers les chevaux, de la manière dont on traque les rats dans les rues de Paris. C'est un livre dur, hein. C'est un livre difficile à lire quand même, mais avec une écriture somptueuse. Et il a dit cette phrase qui me paraissait un peu mystérieuse. À tout instant, l'animal peut changer, nous sommes à la lisière. Et cette phrase me restait mystérieuse, vraiment. Moi, je me disais, à tout instant, l'humain peut changer, nous sommes à la lisière. Donc, j'étais dans une perspective un peu classique. Et c'est vraiment en lisant
un texte en particulier, un texte de Vinciane Després, où je me suis dit, mais oui, mais l'animal aussi peut changer. Et il y a une interaction entre les humains et les animaux, pourvu qu'on leur pose les bonnes questions, pourvu qu'on les regarde d'une certaine manière. Et je crois que c'est ce que font mes personnages, en fait, dans chacune de mes nouvelles. Mais à ce propos, peut-être avant de poursuivre la conversation, Vinciane, on avait proposé que vous lisiez un petit extrait de votre... D'accord, à la demande de Caroline. Merci, à la demande de Caroline, qui m'a en plus apporté le livre, mon livre, pour que je puisse lire l'extrait. Nous changeons. Les animaux, quant à eux, apparaissent sous des jours différents, selon des représentations, des théories, des métaphores. Et ce sont ces théories et ces représentations qui devraient, à elles seules, rendre compte de la métamorphose de notre histoire. Oui, je dis bien notre histoire. Pas un animal sans son humain, avions-nous dit, et pas un humain ne viendra témoigner de ces métamorphoses sans l'animal qui lui a proposé les transformations. C'était là l'annonce de nos conditions de voyage. Ici, je fais allusion au fait, ceci est le catalogue d'une exposition qu'on a faite à la Grande Halle de la Villette, et c'est le catalogue où je reprends le fil, qu'est-ce qu'on a voulu faire. Voilà. Donc c'était l'annonce de nos conditions de voyage. Sans que nous puissions le prévoir, cette affirmation ou cette consigne, au cours de notre exploration, délocaliserait notre projet, ferait bifurquer notre parcours. Elle est devenue politique. Elle est devenue la question de avec qui nous voulons vivre et comment. Tu veux que je vais jusqu'au bout? Penser que notre question a changé de sens ou de régime, cependant, relèverait de l'erreur. Dès notre départ, dès notre décision, dès notre pari, nous étions déjà engagés par nos consignes. Pas un animal sans l'humain qui l'a convoqué, pas un humain sans l'animal qui l'a recruté. Non, la bifurcation ne traduit pas le changement de question. Elle témoigne du fait que cette question exige d'être explicitement posée et qu'elle nous engage bien au-delà de cette bienveillance curieuse et intéressée qui fixait notre parcours et ses étapes, bien au-delà de cette joyeuse sympathie pour les transformations et pour ceux qui les rendent possibles. Car cette question, ainsi formulée, dessine elle-même, à l'aune de notre pari, les limites des transformations dans l'avenir. Des animaux sans animaux ici, des animaux sans humains là-bas, simplement parce qu'on ne les aura pas pensés ensemble, inséparablement. Pourquoi vous aviez choisi ce texte, Caroline? Parce qu'il répondait à ma question par rapport à la citation de Pierre Gascard, à tout instant l'animal peut changer, nous sommes à la lisière. Parce que Vinciane, il parle de politique et d'engagement, donc c'est pas du tout anodin de parler des animaux, et aussi parce qu'elle parle de l'avenir. Et j'ai lu dernièrement un best-seller de Harari qui s'appelle Homo Deus, et qui un peu de manière prospective dit la manière dont nous traitons les animaux aujourd'hui laisse présager la manière dont nous traiterons demain les humains qui ne seront pas augmentés par l'intelligence artificielle ou qui n'auront pas les moyens de l'être. Et je trouvais que dans un livre qui était par moments un peu déprimant, ça disait quelque chose de l'humain et de l'animal et des risques que nous prenons en rêvant inconsidérément à un avenir ultra technicisé. On va en reparler après, évidemment, parce que cette question de... Vinciane, peut-être sur les intersections, les interconnexions entre l'homme et l'animal dont parle Caroline. Dans son livre à elle est tout le temps à la lisière, effectivement. C'est à la fois le papillon qui incarne le bonheur, la paix, qui amène vers une forme de réincarnation. C'est la canne qui se prolonge avec la relation avec Froufrou et sa comparse, etc., et son comparse. Ces intersections-là, vous travaillez beaucoup là-dessus, sur le prolongement entre l'homme et l'animal. Et quand vous avez lu la nouvelle de Caroline, ça vous a parlé à ce niveau-là? Alors, énormément, ça m'a parlé, d'abord parce que il faut quand même que je le dise, mais je vais dire une bêtise, enfin, pas une bêtise, mais une énorme banalité, mais c'est tellement merveilleusement écrit, je vais dire, et c'est écrit, et je trouve ça merveilleusement écrit, d'abord parce que la langue est d'une beauté, je vais dire, qui est extraordinaire, il y a une vitalité dans cette langue, il y a un humour dans cette langue, un humour tellement... Comme un souffle, c'est un humour en souffle qui pas fanfaron. Voilà, il n'y a rien de fanfaron chez Caroline Lamarche, c'est extraordinaire. Mais aussi parce que c'est un livre qui donne une juste place à tous les protagonistes. Même un arbre prend de la place, même un arbre est doté d'un seul coup
de l'intérêt qu'on lui porte, devient quelqu'un. Voilà, il y a des quelqu'un qui se multiplient. Je veux dire, c'est un monde qui multiplie les êtres. Donc, pour moi, ça, c'était quelque chose qui est extraordinaire, parce que là où la littérature parfois échoue à faire ce genre de choses, où c'est toujours, je veux dire, c'est pas toujours facile de ne pas mettre l'homme en avant. L'homme est un fanfaron, en fait, aussi. Et de mettre les autres êtres en retrait de telle sorte à ce qu'ils forment une espèce d'environnement. Voilà. Il y a l'humain, et puis il y a des paysages pour l'humain, et puis il y a parfois quelques-uns qui en sortent un chien, un chat, etc. Et ici, non, même un rat crevé pouvait prendre une place importante et devenir un protagoniste qui fait basculer l'histoire, dont on voit à quel point son existence même peut faire. Alors, est-ce que du côté des scientifiques, je vais pas rencontrer les mêmes genres d'interconnexion, évidemment, mais il y a, évidemment, c'est pas le même genre d'interconnexion, mais il y a parfois des bribes de ce type d'interconnexion, notamment des bribes d'attention et de souci, des bribes d'amour qui ne se disent pas, mais qu'on les sent. Alors, je prends par exemple, je suis en train de préparer, j'ai fini de préparer, mais je viens de travailler sur le territoire chez les oiseaux parce que je pensais que c'était un sujet éminemment politique, extrêmement intéressant, et de fait, j'ai découvert beaucoup plus que ce que je ne pensais découvrir au départ, donc c'était merveilleux. Et par exemple, il y a un auteur, un scientifique pur et dur, pur jus. On est dans les années 50, je pense qu'il y a encore des petites marges de manœuvre, mais elles sont vraiment très étroites, qui s'appelle Jarrett, ça y est, j'ai oublié son nom de famille, mais bon, ça me reviendra peut-être, et qui va étudier les troglodytes des marais. Et il leur donne des numéros, parce que scientifiquement, il ne faut pas leur donner des noms, mais il les reconnaît tous, quoi. Donc il y a 1, 2, 3, etc. Et à un moment donné, il va raconter l'histoire de 6 qui emmerdent le troglodyte 2 mâle, qui vivait avec la troglodyte 13. Et qu'en fait, il va tellement l'emmerder qu'il va finir, alors que la femelle s'apprête à pondre, donc elle est coincée au nid et son mâle est coincé à côté d'elle aussi. Il va quand même réussir à éjecter ce mâle, à s'installer. La femelle ne peut plus partir, donc elle doit rester. Et on a une espèce d'épopée qui se fait, où on se rend compte que finalement, si ça avait tellement mauvais caractère qu'il a fini par se faire éjecter par la femelle. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis, il raconte tout ça, et pour expliquer, parce qu'il essaye de trouver une théorie qui explique la monogamie et la polygamie chez les troglodytes. Donc, on est un peu loin du compte dans cette histoire, mais on y arrivera. Et je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. Mais on arrive au point d'histoire, à un moment donné, il dit, visiblement, ce troglodyte 6 n'aurait jamais dû trouver un territoire s'il n'avait pas eu si mauvais caractère. Et visiblement aussi, 12 qui habitaient tout près, qui étaient concernés à un moment donné par toutes ces frasques, a eu beaucoup de difficultés à trouver une femelle. Il avait trouvé un territoire, mais ça manquait de couverts, donc d'endroits pour se protéger. Et donc, visiblement, les femelles choisissent non pas tellement un territoire pour la qualité nutritive et tout, mais plutôt pour la qualité où on peut se cacher. On pensera à Jean-Christophe Bailly à ce sujet-là. Et puis, alors, à un moment donné, mais il a quand même fini par trouver, très tardivement dans la saison, une femelle. Mais, dit-il, il a commencé à construire son nid avec elle. Mais il était tellement maladroit que le nid était mal attaché, et il a failli tomber. Alors, je me suis décidée à lui donner un coup de main et j'ai attaché son nid. Et vous trouvez ça dans un article scientifique. Et là, je me dis, c'est rare. Bon, c'est rare. Et pourquoi c'est rare? Parce qu'ils n'en parlent pas. Mais ils le font. Et ils sont très nombreux à le faire. C'est-à-dire à intervenir, à interférer, à avoir des attachements, à s'émouvoir, à participer au projet et à se dire, si mes oiseaux sont là, je suis là aussi. Je veux dire, mon métier dépend d'eux. Et je trouve qu'on est donc dans des interconnexions qui sont quasi de type fictionnel, sauf qu'elles ne se racontent pas. Donc ça ne devient pas des fictions, si ce n'est des cas extrêmes que je découvre toujours avec amour. Est-ce que j'ai répondu à la question? J'ai l'impression un peu à côté. Si. Non, mais vous faites le ratio. Caroline, à un moment donné, vous évoquiez la question de la fin de vie chez les oiseaux aussi, précisément dans Froufrou, je pense. Hein. Oui, c'est pour ça que le prochain livre de Vinciane va être certainement très politique, en effet, oui. Et vous posez une question presque éthique et philosophique sur la fin de vie des oiseaux. Est-ce qu'on peut leur faciliter la fin de vie? Est-ce qu'il peut y avoir une forme d'euthanasie? Ah, comme ça. Non, moi je pensais à la disparition des oiseaux, puisqu'en Belgique, en 15 ans, 50% d'oiseaux en moins, en France, 30%. Donc il faut le savoir, on vit un déclin catastrophique et des insectes aussi. Mais ma nouvelle Froufrou en fait, est inspirée. J'étais pendant un an et demi bénévole dans un centre de revalidation pour oiseaux blessés tous les dimanches et pendant l'été, quand il manquait de bénévoles. Et là, d'une part, on voit
que les oiseaux les plus fins, les plus insectivores disparaissent. On a de plus en plus de gros pigeons ou de gros ramiers, beaucoup moins de fauvettes, etc. La fin de vie, moi quand j'étais dans ce refuge, où c'est l'urgence tout le temps, parce qu'il y a des petits affamés qui arrivent tombés du nid, mais il y a aussi des oiseaux, des enfants, des gens, des oiseaux qui arrivent gravement blessés par des chats, heurtés par des voitures, ou ramassés inconsidérément par des gens qui pensent qu'il faut ramasser les petits merles alors qu'ils sont nourris au sol par leur mère. On est dans l'urgence tout le temps. Et moi, ça me faisait vraiment penser à un service d'urgence à l'hôpital. Tous ces gens dévoués, mais aussi formés à des actes techniques délicats. Et puis, quand on a fini de nourrir, il faut nettoyer. Et puis, il faut faire le ménage tous les soirs. Le matin, on prend ceux qui sont morts, parce qu'il y en a qui survivent pas la nuit. Enfin, c'est vraiment... et on se pose la question de la fin de vie, oui, parce que par moments, on se dirait, plutôt que de les soigner à grand-peine et peut-être à grand stress et peut-être souffrance, parfois on a envie de dire, mais laissez-les partir comme ils seraient partis dans la nature. Moi, je me le suis dit parfois. Donc, toutes ces réflexions-là traversent ce récit, qui est vraiment une histoire racontée. C'est l'histoire d'un homme un peu perdu dans sa vie et qu'une canne prend pour sa maman, tout simplement. C'est une histoire comme ça, mais ça traverse aussi tout ce que j'ai pu observer dans ce refuge pendant tout ce temps-là. Je crois que, Vinciane, c'était un peu votre coup de cœur aussi dans le livre de Caroline, Froufrou Alors, Froufrou, c'était mon coup de cœur, mais je l'avais déjà entendu parce que vous, Caroline, vous nous aviez fait une lecture publique. Vous la connaissiez. Oui, alors, c'est mon coup de cœur parce que d'abord, je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est quand un auteur féminin campe un personnage, un narrateur masculin, et qu'elle le fait, c'est un tour de force dans ce cas-ci, parce qu'on oublie complètement qu'on a affaire à un auteur féminin, alors que c'est parfois difficile. Par exemple, Cyril Roosevelt avait campé un personnage masculin éligible pour un Américain. Il n'y a aucun moment j'ai pu marcher. Ça m'a toujours plombé, alors que je trouve qu'elle est merveilleuse, etc. Mais ça m'avait plombé parce que j'oubliais pas que j'avais affaire à une femme. C'était trop féminin. Alors qu'ici, on a un personnage qui est un personnage masculin à la marge, lui-même à la lisière. Et ça veut dire aussi que, comme tout personnage à la lisière, son double est plus perceptible. Je pense qu'il y a la question de l'autre sexe qui est en soi. C'est ça que j'appelle son autre ou son double, est peut-être plus perceptible du fait de cette extrême solitude, de cette marginalisation, de cette immense tendresse que cet homme éprouve pour les animaux et pour Froufrou, et dont Froufrou devient une sorte de révélateur, mais un révélateur non pas au sens d'une vérité à révéler, mais un révélateur photo, quoi. C'est vraiment quelque chose qui fait apparaître, qui fait émerger. Ça, c'est le premier point. Et donc, j'ai trouvé que c'était extraordinaire d'avoir un personnage d'une telle complexité, d'une telle richesse, d'une telle solitude en même temps et d'une telle drôlerie. Parce que quand, je sais pas, on s'est déjà rencontrés chez Pax dernièrement. J'ai cru savoir ça. Et j'ai lu l'extrait où le personnage raconte son obligation d'aller voir son père et qui est d'une... C'est vraiment la fin de vie, oui. Je propose que vous le disiez, Caroline. Après. Allez, Caroline, vous voulez bien? Vous voulez bien le lire? Cher ami. Ce passage-là. Ah oui. Mais vous voyez où j'avais commencé la fois dernière. Il est très court, donc je ne sais pas où il est, en fait. Je ne sais pas du tout où il est, ce passage. Ah oui, donc ce personnage, cet homme, je te remercie. Mais je pense qu'à la lisière, cet homme est à la lisière de la vie des gens. Les femmes ont longtemps été à la lisière, et même dans ton parcours, pardon, on se tutoie, mais dans ce que j'entends de ton parcours universitaire, il y a eu aussi des résistances par rapport à la manière dont tu abordais les choses. Et je pense que le fait d'être femme, surtout à l'université, enfin en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti à l'époque où je faisais mes études romanes. Enfin, si ça accélère quelque chose, ce n'est pas la promotion, on va dire comme ça. Et voilà, c'est ça. Alors maintenant, le père en question du narrateur. Donc, oui, c'est-à-dire il doit aller voir son père. Et donc, et y rester une semaine, c'est un problème parce qu'il a cette canne, il a immobilisé sa vie complètement pour cette canne qui vit chez lui. Voilà,
il dit ceci: « À vrai dire, je me serais bien passé de mon père, mais le devoir filial, ça existe. 2 fois par an, je vais le voir une semaine et impossible de lui expliquer ce truc d'un canard qui ne peut se passer de moi. Il m'aurait ri au nez. Pour mon père, un animal blessé ou un arbre d'âge honorable doivent être éliminés. Les gens aussi, s'ils sont vieux ou déprimés. Il trouve logique et pour tout dire idéal que les suicidaires se suicident, par exemple, qu'ils débarrassent le plancher. Et il a toujours dit trouver ridicule qu'on dépense tant d'argent de nos impôts pour les handicapés. Curieux qu'il n'applique pas ce raisonnement à lui-même maintenant qu'il est en chaise roulante avec une infirmière à domicile chaque matin pour le laver, le tout remboursé par la sécurité sociale. Donc un cas, mon père, mais une obligation quand même. Cela dit, à cause de Froufrou, je me suis demandé si je n'allais pas enfin m'émanciper définitivement et abandonner mon père à son sort pendant cette semaine-là et pour toujours. Plein de gens le font avec succès. Les maisons de retraite sont pleines de vieux parents délaissés que personne ne vient voir. Mais moi, je trouve indigne de le faire quand le dit parent est aux portes de la mort. C'est trop facile, alors qu'on aurait pu le décider des décennies plus tôt avec un vrai courage. » Effectivement, c'était à la fois Donc ça, voilà. vrai, cruel. Moi, je ris beaucoup en te lisant aussi, Vinciane, je le précise tout de suite. C'est une lecture toujours à la fois intelligente et allègre, et ça, c'est magnifique. Mais ça me permet aussi d'embrayer sur la question aussi on sait qu'aujourd'hui, on est dans une période d'animal mania, entre guillemets. On n'a jamais autant produit d'ouvrages, de documentaires, d'articles vantant l'intelligence des animaux, en réfléchissant sur faut-il en faire des sujets de droit, en dénonçant leurs conditions évidemment d'exploitation, etc. Est-ce que l'une et l'autre, je voulais vous poser un peu la question, est-ce que c'est plutôt réjouissant, c'est inquiétant, est-ce que c'est d'abord relativement neuf? Je ne crois pas, mais peut-être le grand public s'en empare davantage qu'autrefois, Vinciane, ou pas? C'est toujours difficile, quand on est en plein dans un changement, de mesurer les conséquences qui vont avoir lieu. Une des premières conséquences, ce serait que ça ait été une mode et que ça disparaisse. Je veux dire qu'à un moment donné, alors, je ne le crois pas. Pour le moment, je n'ai pas l'impression, parce que ça dure depuis pas mal de temps, et parce que c'est Isabelle Stengers qui m'a appris à penser ça, que quand il y a des intérêts très hétérogènes qui se croisent pour soutenir quelque chose, c'est en général, c'est plutôt en faveur de la stabilité de l'intérêt. Et ce sont des intérêts très hétérogènes qui nourrissent les animaux. C'est des gens qui postent leur chat sur YouTube, c'est une vidéo de leur chat, j'entends bien. Des éleveurs qui veulent pratiquer l'élevage autrement parce qu'ils se rendent bien compte aussi que le fait de vivre avec les animaux autrement les rend eux-mêmes plus heureux et constitue de meilleures conditions de santé et des choses comme ça. Bref, on a des intérêts, les scientifiques qui intéressent plus le public, hein, le nombre de choses qui sortent à propos des sciences des animaux, etc., en témoigne bien. Bref, il y a plein d'intérêts divergents, donc ça veut dire, et très hétérogènes, mais qui convergent sur le fait de faire exister les animaux autrement, donc c'est plutôt prometteur. C'est prometteur, mais pas partout. Il y a des moments où je suspecte que les animaux sont pris en otage pour attaquer d'autres. Par exemple, je pense que certains débats ne sont pas uniquement orientés vers le bien-être animal, mais je pense orientés vers des questions politiques humaines, où l'animal est vraiment pris en otage. Mais la difficulté avec les otages, c'est qu'aller dire « s'il vous plaît, pas en notre nom », de la part de l'animal, c'est une position paradoxale que je ne peux pas adopter. Et donc, je ne sais pas très bien comment avoir pris sur ces choses-là. Toujours est-il qu'il y a quelque chose néanmoins de réjouissant plus généralement, c'est que c'est en train d'arriver aux plantes, c'est en train d'arriver à d'autres êtres, aux lichens, etc., d'autres vivants. Et peut-être que ça arrivera aussi, et ça est en train d'arriver aussi aux non-vivants, parce que d'abord, il y a à stabiliser la relation entre vivants et non-vivants. Et là, c'est assez réjouissant parce qu'il me semble, mais c'est parce que c'est parti sans doute de mes intérêts à moi, qu'il y a une certaine qualité d'attention qui est en train de se développer, que les gens se rendent bien compte que, d'une certaine manière, faire attention aux autres êtres, rendre certaines choses remarquables, cultiver ce que Anne Natzing appelle « the art of noticing », l'art de remarquer, l'art de faire attention, est en train, il me semble, de se développer. Et là, je me dis, tiens, là, c'est peut-être quelque chose qui pourra, d'une certaine manière, amener certains types de sensibilités qui ne soient plus seulement orientés vers nous-mêmes.
Mais avec un mais nouveau, à partir du moment où la psychologie du développement personnel récupère ce genre de choses, je me dis, on est reparti vers un art de l'attention qui doit simplement épanouir mon petit moi. Et là, je me dis, bon, ben, là, c'est triste. Et donc, je pense qu'il faut être attentif, il faut tenir ce truc, et il faut le tenir non pas en luttant nécessairement contre ceux qui détournent, etc., parce que je pense que ça ne sert à rien de faire Jiminy Cricket, on est toujours le mauvais dans ces cas-là, mais simplement en essayant de continuer à tenir avec beaucoup de rigueur, le plus de rigueur et de cohérence possible, à tenir la ligne sur le type d'attention qui reste orienté vers le monde et pas vers soi. Caroline, là-dessus, sur ce regain d'attention, de connexion avec le vivant au sens large, ça vous parle évidemment. Hein. J'aime beaucoup ce mot d'attention, mais je pense tout de suite à l'attention aux mots. Et il faut faire attention aux mots, comment on parle précisément du vivant. Et sur ce plan, moi je suis impressionnée par une jeune porte-parole des marcheurs pour le climat qui s'appelle Yuna Maret et qui fait partie d'un collectif d'étudiants qui a fait une sorte de manifeste. Et leur slogan, c'est « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Nous sommes la nature qui se défend. » Donc c'est vraiment inclusif, c'est un continuum et ça casse cette espèce de récupération « je vais sauver le monde, je vais sauver la nature », toujours l'humain en position de soignants, de consolateurs, etc. Et puis, un autre aspect de l'attention, c'est tout simplement que nous sommes dans une période où les arbres, les oiseaux, les insectes souffrent et disparaissent. En tout cas, disparaissent, se raréfient. Et s'agissant des arbres, on peut parler de souffrance, des oiseaux aussi, sans doute, puisque leur territoire se réduit, qu'ils ont faim. Mais l'attention me vient aujourd'hui de manière plus fine et plus intense, simplement parce que, par exemple, les arbres sont menacés par le réchauffement climatique. Nous savons que la forêt de soigne, par exemple, est menacée à court terme. Donc, quand je me couche et que je regarde les branches des hêtres qui se balancent dans le vent, mon attention est accrue par un sentiment d'urgence et de mélancolie qui désormais baigne tout notre rapport à la nature. Donc l'attention, elle est ici plus fine, mais de manière conjoncturelle. On aimerait bien revenir à l'insouciance en se disant que ce serait toujours là, même après notre mort, mais c'est pas vrai. Voilà ce que j'ai à dire sur l'attention. Et l'attention aux mots, certainement, nommer les choses autrement. Et ça fait partie intimement du travail de Vinciane, de poser les bonnes questions aux animaux, mais nommer les choses aussi de manière très fine. Et notre rapport aux morts. Et ça, je trouve ça essentiel. Vraiment. Moi, je pensais justement, parce que j'allais te renvoyer à ton écrit, à la nouvelle Merlin. Je trouve que la nouvelle Merlin, pour moi, est tout à fait exemplaire de comment ce nouveau régime d'attention, à la fois aux mots et à la fois aux connexions différentes dans le vivant, jouait. Et c'est très, très joli, cette nouvelle. Donc, Merlin est un merle, vous vous en doutez, enfin, ou pas. Ça pouvait être un enchanteur aussi, mais c'est un enchanteur, Merlin, justement. C'est le merle enchanteur, on va dire. Et qui est, d'une certaine manière, dans cette nouvelle, il y a un rapport entre la narratrice, qui est une narratrice cette fois-ci, oui, et les arbres, le garde qui s'occupe des arbres, la personne qui s'occupe du système d'alarme. Et c'est une relation où la sensorialité est tout le temps mise en exergue, mais sur les modes les plus inventifs. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement des contacts sensuels entre les êtres et les choses, il y en a, mais c'est une narratrice qui dit qu'elle aurait aimé qu'on veille sur elle comme le garde veille sur les arbres. C'est elle-même qui veille sur ce merle, enfin bref. Mais c'est aussi ce monsieur qui s'occupe du système de sécurité et qui est musicien et qui est devenu sourd à cause justement... Qui a des acouphènes, oh pardon, il n'est pas sourd, il a des acouphènes à cause des signaux d'alarme, etc. Et donc on voit que tout se met dans un rapport finalement de l'ouïe, mais aussi d'une sensorialité qui dépasse les 5 sens, qui est une comment est-ce qu'on pourrait dire le sens d'être protégé, le sens d'être veillé sur. Et tout ça est mis je vais dire, dans une poésie absolument invraisemblable et qui montre justement la multiplicité des façons d'être interconnectés, par analogie, mais aussi par des analogies qu'on fait. Oh, j'aimerais tant qu'on veille sur moi, où je me sens en sécurité, finalement, entre ces arbres et ces gens qui veillent sur ces arbres, etc.
Ben oui, Caroline, vous évoquiez tout à l'heure le réchauffement climatique. C'est une des questions qui est posée souvent, c'est de dire ici, de notre côté du monde, on ne sait pas toujours le mesurer parce que c'est pas toujours palpable, c'est pas toujours concret, incarné. Et à travers votre livre, vous le montrez, à la fois, même si ce n'est pas un livre à thème ou un message, vous êtes quand même en train de montrer à la fois les ravages de l'agro-industrie, de l'urbanisation forcée, des pesticides, enfin, etc. Et à l'une et l'autre, je voulais vous poser cette question aussi, à travers les sens dont on parlait, et à travers le fait de pouvoir mesurer objectivement, est-ce que les animaux peuvent nous aider à être à la fois des lanceurs un peu d'alerte, parce qu'ils sont à la fois victimes, comme vous l'avez dit, mais aussi sentinelles, comme vous évoquiez le rossignol la nuit, ou les lucioles qui ont disparu. Donc, est-ce qu'ils peuvent être, et là, sur le coup, à la lisière de ce qui nous attend, des sentinelles, des lanceurs d'alerte? Oui, Pasolini, déjà dans les années 60, parlait de la disparition des lucioles. Aujourd'hui, on a la disparition des abeilles. Et dans ce refuge où je travaillais, après le passage des épandeuses d'herbicides dans les champs, on voyait arriver des oiseaux qui avaient des dégâts neurologiques, qui tremblaient. Donc, ils n'arrivaient plus à se nourrir, évidemment. Donc, tout ça, évidemment, on est proche de ça. Ce sont évidemment des lanceurs d'alerte. Quand Rachel Carlson écrivait dans les années 62 aussi, Le printemps silencieux. Elle annonçait un printemps sans oiseaux parce que c'était l'époque où on commençait à répandre du DDT partout sur les cultures. On y arrive petit à petit quand même. Quand j'étais petite, il y avait tellement d'oiseaux dans la propriété de mes grands-parents que mon grand-père fermait les fenêtres, il disait les oiseaux gueulent. Et aujourd'hui, on ouvre la fenêtre, on entend un merle par-ci, un moineau par-là, un rouge-gorge par là, et puis le bruit de l'autoroute. Et donc, tout ça, évidemment, ce sont des signes qui nous traversent de manière très poreuse, qui traversent notre corps. Nous vivons avec ça, nous sommes partie d'un tout. Donc, les signaux d'alerte, ils sont là sans arrêt, ils s'accélèrent pour le moment, oui. Et puis, je reviens vers ces jeunes marcheurs pour le climat, parce que ce slogan « Nous sommes la nature qui se défend », c'est évidemment à ce moment-là se dire c'est à nous qui captons ces signaux et qui avons la parole et qui pouvons parler aux humains de répercuter, d'être les lanceurs d'alerte précisément. Est-ce que vous avez le sentiment, Vinciane, après toutes ces années d'observation, d'expérimentation, de connaissances autour des animaux, que précisément à la lisière de ce qui nous attend, alors peut-être le grand effondrement ou du moins un changement de civilisation qui est quand même engagé, est-ce que quelque part les animaux sont-ils mieux armés pour survivre, on parle de leur question de la coopération entre eux, de la résistance. Est-ce que par rapport à l'humain qui, pendant toutes ces décennies, les ont massacrés, dominés, voilà. Mais c'est un peu de science-fiction que je fais, mais quelque part, est-ce qu'ils pourraient être les sauveurs du monde ou pas Les cancres là peut-être, les bactéries aussi, mais pour le reste, il ne faut pas faire trop confiance. Non, je pense que on dépasse leur... Alors, je déteste le mot adaptation, parce que ça implique le fait qu'il y aurait donc une réserve fixe et limitée chez chaque animal, et que nous, on ne s'adapterait évidemment pas, si ce n'est dans l'entreprise qui nous demande de plus en plus de flexibilité. Mais bon, mais nous, évidemment, on a bien plus de ressources que l'adaptation, mais les animaux ne peuvent que s'adapter. Donc, je n'utilise plus le mot adaptation, si ce n'est par accident. Et donc, par contre, ce que je me dis, c'est que les changements qu'on leur faisait infliger dépassent probablement les trésors d'imagination que ça demanderait aux animaux pour pouvoir y répondre et pour pouvoir modifier leur comportement en fonction de ce qui serait nécessaire pour leur survie. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'en plus, j'avais lu des tas de choses sur le défunt définitivement éteint ectopiste migrateur, qu'on appelait aussi tourte voyageuse, le mot tourte venant du fait qu'on le mangeait et que c'était un plat qui faisait la tourte au Canada, mais qu'on appelle aussi pigeon migrateur. Et on a constaté qu'en fait, le pigeon migrateur, le dernier, a disparu dans la nature en 1890 et quelques, tué par le dernier chasseur d'ectopistes migrateurs, bien entendu, qui est devenu chasseur certainement d'autres choses, parce que je suppose quand même que des libidos pareils, ça ne s'éteint pas si facilement. Et puis, la dernière, elle est morte en captivité. Elle s'appelait Martha et elle est morte en 1914, en septembre 1914, si mes souvenirs sont bons, aux eaux de Cincinnati, quelques mois après son compagnon, etc. Mais en fait, ce qui se passe avec les ectopistes migrateurs, c'est que j'ai l'impression qu'on les a massacrés,
C'était les oiseaux les plus nombreux des États-Unis. Ils ont fait l'objet d'un véritable massacre. Ils étaient tellement nombreux que les gens racontaient que quand une phalange passait dans le ciel, il y avait des éclipses de soleil. Bref. Et puis, il n'y a plus, donc le dernier 1890 en liberté, etc. Alors, on ne comprend pas leur disparition, sauf qu'il y a un moment donné où les animaux ont décidé de ne plus se reproduire. Et donc, les ectopistes, à partir d'un certain seuil, on n'a plus besoin de les tuer. Enfin, de toute façon, les gens ne les souhaitaient plus parce qu'ils ont commencé à dire « Bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'on a fait ?» On connaît un peu la chanson « Bon Dieu, quel dégât, quoi. C'était vraiment ça. Et donc, ils arrêtent de se reproduire. Et je crains que c'est quelque chose qui fait qu'à un moment donné, moi, je vais l'interpréter de manière peut-être un peu trop poétique et un peu trop large, peut-être trop littéraire pour ce qu'un scientifique accepterait. Mais je me dis qu'à partir d'un moment donné, je ne parlerai pas de suicide chez les animaux, je ne parlerai pas de ça. Je dirais à un moment donné, la vie ne vaut plus la peine de faire des efforts. Et que c'est ça que les animaux font. Que je pense qu'il faut donner la version la plus ouverte possible à cette disparition. Et je me dis que certains animaux dont les capacités d'imagination ne sont pas requises et ne sont pas recrutées ou convoquées par nos changements, comme les bactéries, les cancrelats, les morpions, etc., ne vont pas se trouver face à des choix pareils, mais que nombre d'animaux, si on ne les a pas exterminés, vont peut-être ne plus accepter de participer à ce grand jeu qu'est la vie. Caroline soulignait le fait que donc c'est à l'homme qui l'a tant détruit de maintenant les défendre et de d'être leurs avocats ou se pose la question à ce moment-là de comment les représenter, comment ce qui s'annonce demain, enfin voilà, jusqu'où est-ce qu'ils sont une entité juridique à part entière, et de savoir si jusqu'où à l'avenir leur protection peut être portée par l'homme. Enfin. C'est un débat extrêmement compliqué. Alors, on peut célébrer le fait qu'une montagne ou qu'une rivière puisse acquérir un statut juridique parce que c'est la meilleure façon de les protéger. Moi, j'ai travaillé avec Serge Gudwirth, qui est un juriste de la VUB, qui est un juriste absolument merveilleux, imaginatif. Et on a essayé de travailler ce qu'il faudrait donner un droit aux animaux. Nous, on est arrivé à la conclusion que pas systématiquement et pas comme ça aussi simplement. Notamment parce qu'on allait accorder le droit à qui? Aux chimpanzés, évidemment, à nos cousins, quand même, allez, on est en famille, tonton, quoi. Et puis, les chiens, allez, d'accord, les chiens, ils sont quand même très proches aussi. Et puis, on va s'arrêter où? Et puis, on va s'arrêter, non, mais pas les cochons, parce que si on donne un droit aux cochons, ça veut dire qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut avec eux. Et donc, ça veut dire qu'on va finalement, au lieu de remettre en cause, nous, là où on était en problème avec cette idée de donner un statut juridique, donc des droits aux animaux, c'était de se dire finalement, on va les donner à qui? Et le fait de les donner et de les refuser à d'autres, ça veut dire qu'on est en train non pas de contester cette absence de droit, mais de le légitimer encore plus. Et c'est ça qui ne nous allait pas. C'était de dire finalement, la question d'accorder à certains, c'est de nouveau, c'est créer l'exceptionnalisme humain. Allez, on est tellement bienveillant et généreux, on va ouvrir notre exception à d'autres. Mais pas à tout le monde, évidemment. On peut pas aller tous sur le même bateau, vous savez bien, on va couler autrement. Bref. Et donc là, ça me pose problème. Par contre, là où je suis extrêmement intéressée, c'est de voir des initiatives locales qui ne demandent pas d'universalisation. Par exemple, accorder le statut à telle rivière parce qu'il y a une urgence, parce qu'on ne pourra pas la protéger. Nous, en plus, on était contre le droit subjectif aux animaux parce qu'on constate que dans notre droit à nous, le droit en Belgique et en France, les objets sont beaucoup mieux protégés que les sujets. Donc il valait peut-être mieux que les animaux restent des objets. Et je parle sérieusement, ce n'était pas du tout de faire de l'humour, c'est que les choses sont mieux protégées que les gens. Et donc ce qu'il fallait, c'était aménager un statut particulier de choses, et en élargissant la notion de choses, un peu comme l'a fait cette merveilleuse juriste française qui est Sarah Van Uxem, qui parle des choses en disant il faut habiter les choses, il ne faut pas les posséder, il faut les habiter. Enfin bref, ça c'est une parenthèse. Mais des initiatives locales qui sont, je trouve, assez jolies, assez extraordinaires et qui sont les plus diverses pour mieux protéger, pour faire exister, etc. Donc c'est donner un statut juridique à telle rivière, mais ça peut être aussi, je vais dire, donner peut-être un statut exceptionnel à une situation donnée. Et j'avais un exemple en tête et j'ai tellement fait d'assises et de digressions que je l'ai oublié. Ça va me revenir.
C'est peut-être du côté de l'Amérique latine où il y a une réflexion sur la terre-mère, etc., où il y a des protections de. Alors, ça, par exemple, évidemment, en ça rentre. Équateur, Oui, oui. Non, c'est un exemple où on n'a pas l'impression que c'est un outil juridique qui intervient, et pourtant, il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui permet de donner un statut exceptionnel. Mais ça m'est sorti de la tête et je vais essayer de le retrouver pendant que vous passez à autre chose. D'accord, ok. Caroline, vous voulez réagir sur ce qui a été. Oui, parce que justement, en relisant un peu Vinciane, c'est aussi une question. Moi, je reviens toujours au langage, en fait. Et ce que j'ai découvert dans ton livre, c'est que les animaux tués sont traduits en kilos de viande, les humains décédés en personnes. Un kilo, personne. Donc, leurs morts n'ont aucune possibilité d'être pensés ensemble. Morts, les hommes sont des corps, hein, ce sont des dépouilles, les animaux sont des carcasses. Et on efface tout ce qui pourrait rappeler l'animal vivant. Alors, moi, en pensant le langage, je me suis dit, elle aurait pu s'arrêter là. On efface tout ce qui pensait rappeler l'animal vivant. Mais Vinciane ajoute sa forme et sa vie singulière et sa mise à mort. Donc là, on est vraiment dans les mots, on va jusqu'au bout de la phrase, on donne l'existence singulière de l'animal dans une seule phrase et on montre qu'en effet, les questions de langage sont très, très importantes. À défaut de statut juridique, on pourrait peut-être commencer à nommer autrement les animaux et ce qui leur arrive, la mort, la vie, etc. Ça renvoie d'ailleurs à votre nouvelle où vous parlez des génisses bien nourris qui sont dans le pré à un moment et puis qui après vont être mangés ensuite. Donc en une phrase aussi, vous parvenez à montrer toute la... Oui, c'est-à-dire qu'avant, enfin, quand j'étais petite, les fermiers donnaient un prénom à leurs génisses, ils les connaissaient personnellement, elles avaient chacune leur caractère. Et maintenant, elles ont une étiquette dans l'oreille et puis elles sont très vite sacrifiées. Donc, aussi, Vinciane parle aussi de ce que ça fait de séparer un veau de sa mère. Enfin, je veux dire, il y a vraiment de la torture derrière. Et donc, tout ça a changé en une génération, quand même. Il n'a fallu qu'une génération pour qu'on passe de la relation, je dirais, personnelle. Bien sûr, il y avait de la maltraitance aussi. De la relation personnelle à l'animal de la ferme, aux élevages en batterie, etc. Il n'a pas fallu longtemps. Hein. Colette, dont j'ai un peu parlé récemment dans un débat à Beaux-Arts, elle est morte, je crois, en 1952. Elle est morte avant les pesticides et avant l'élevage industriel. C'est vertigineux, c'est tout près de nous, en fait. C'est très récent. Jacques Brel est mort sans savoir que les oiseaux allaient disparaître. Ça va à toute vitesse. J'ai retrouvé mon exemple, alors je vais essayer d'y revenir. Alors, je refais le fil, mais pas complet, autrement je vais le reperdre en route. Hein. C'était donc quels sont les modes, des modes de protection de type juridique, etc. Et moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de modes de protection passent par la question de la représentation. En fait, c'est comment on représente et qui peut être représenté. Et là, ça devient intéressant parce que quand on passe par la question de la représentation, on n'est plus tenu seulement au monde juridique, qui peut être un bon mode, comme je l'ai dit, mais qui, à mon sens, n'est pas un mode universel. Il ne faut pas l'utiliser, il faut le faire au cas par cas. Et j'ai, par exemple, un mode de représentation qui m'a profondément touchée. J'ai oublié le nom des deux initiatrices, mais si on me le demande par mail, je pourrais éventuellement le retrouver. C'est, par exemple, deux artistes ont commencé à crocheter la grande barrière de corail. Et donc, ça s'est fait un peu partout dans le monde, où des gens ont repris le relais par rapport à ce projet. Et on crochette au crochet, ce sont des travaux manuels, avec toute la rigueur de l'observation scientifique. Donc, ça veut dire qu'on crochette la barrière de corail comme si elle doit absolument ressembler à la grande barrière de corail. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quelque chose qui représente la grande barrière de corail qui est en train de mourir, mais qui fait que les gens maintenant peuvent aller la voir, parce que par exemple, moi je l'ai vu au Musée des Sciences de Manchester, où je passais par hasard, mais je l'ai vu aussi dans des films, je l'ai vu sur Internet. Et qu'est-ce qu'elles font, ces femmes artistes et scientifiques, parce que ça demande pas mal de connaissances scientifiques, pour représenter à l'échelle, quand même à une échelle importante, la grande barrière de corail. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on la représente dans l'attention des gens
sans qu'il soit besoin que les gens aient sur place pour voir la Grande Barrière de Corail, qui à coup sûr accélère la mort de la Grande Barrière de Corail, notamment par acidification des eaux. Et c'est ce que Donna Haraway appelle, et je trouve que c'est magnifique, c'est ce que moi j'appelle un système de représentation, mais où on sort de la représentation simplement figurée, ou simplement où la notion des sociologues et des psychologues sociaux, on n'a que des représentations. Non, c'est une représentation au sens de... C'est représentatif, et ce sont des représentants de la Grande Barrière de Corail. Donc pour moi, on est dans une notion politique de la représentation. Et c'est ce que Donna Haraway appelle, et je trouve magnifique, et je pense qu'il faudrait souvent repenser notre rapport aux autres êtres, qu'on appelle un peu abusivement la nature sur ce mode. Elle dit intimité sans proximité. Et c'est le rapport moi, que j'ai avec les oiseaux, par exemple. L'intimité sans proximité, c'est je vais dans les bois pour les entendre. Je ne sais pas toujours qui c'est parce que je ne suis pas très bonne, parce que je ne connais pas encore très bien et que je suis débutante en la matière. Je suis une théoricienne, c'est-à-dire que j'étudie beaucoup les articles des scientifiques. Mais c'est intimité sans proximité, parce qu'en aucun cas je ne voudrais m'approcher d'eux, ils arrêteraient de chanter. Et en aucun cas je ne peux les voir, parce que généralement quand ils chantent, ils sont beaucoup plus hauts. Et ils sont à bonne distance de moi, autrement ils ne chanteraient pas. Intimité sans proximité, moi ça me bouleverse, et en même temps je sais que je ne les dérange pas trop. C'est un peu l'éthique des centres de revalidation pour oiseaux. Il faut les respecter, il ne faut pas trop les toucher, il faut les relâcher dès qu'ils sont valides. Et c'est aussi l'éthique des bagueurs. Moi j'ai rencontré un bagueur qui fait ça bénévolement pour l'université de Liège. Et donc, il met ses filets et les bagues pour savoir, au moment des oiseaux migrateurs, voir un peu les populations qui passent encore. Et moi, je l'ai vu, c'est beau, il les bague, et puis il les lâche et il dit « reproduis-toi ». C'est magnifique. Et donc, il n'y a pas cette espèce de chose émotionnelle, oh, on touche des plumes, etc. Non, on le touche le moins possible, on essaye de les soigner même avec... et puis, on ne peut pas s'attacher non plus, parce qu'ils ont leur vie. Et puis, reproduis-toi. C'est beau. Ça pourrait être une belle conclusion. Avant de vous céder la parole, si vous avez quelques questions à Je voudrais poser. remercier Hugues Dosé, parce Oui, infiniment pour cette qui est rédacteur en préparation. chef du magazine Imagine, qui est une revue formidable. Voilà. Merci, c'est gentil. Qui est un Merci, liégeois formidable. Ouais, merci, mesdames. Un belge formidable. Stop, j'ai arrêté. Bon, donc oui, si vous aviez des questions, c'est le moment. Après, vous pouvez aussi... Donc, alors, si vous n'en avez pas, il y aura une petite séance de dédicace, je pense, qui est prévue. Oui, il y a des questions. Madame, vous avez une question, excusez-moi. Pour Vincienne ? Oui ? De l'ectopisme migrateur qui a disparu. C'est assez pessimiste, bien sûr. Comment interprétez-vous le retour des loups en Belgique et aux Pays-Bas ? Est-ce que ce n'est pas un animal qui, malgré des conditions très difficiles, trouve une manière de survivre et de se répandre? Voilà, c'est une question. Le loup est visiblement pas du tout en état de désespoir actuellement par rapport à ça. Je veux dire, il n'y a pas le désespoir de l'ectopiste qui était persécuté. Vous savez, le loup, on le disait déjà quand il a commencé à être protégé, les éleveurs disaient déjà, les éleveurs, les bergers disaient toujours déjà qu'il n'a pas fallu quelques années pour les voir se promener avec la convention de Berne entre les pattes. Et c'est ce que les éleveurs disaient. Ils avaient le sentiment que les loups avaient très vite compris qu'ils étaient protégés, très très vite. Et très vite compris qu'ils pouvaient même y aller et franco tirer sur la corde avant d'avoir des ennuis. Et ça, c'est intéressant, ça. Ça veut dire que le comportement des loups a été modifié par sa protection. C'est-à-dire qu'avant, il attaquait seulement la nuit. Et s'est mis, par exemple, quand il a compris que les bergers ne pouvaient pas tirer, il s'est mis à attaquer en plein jour. Ça, c'est les bergers qui le racontent. Donc, ça veut dire que le loup, ça a toujours été un animal d'un opportunisme absolument incroyable. Et l'opportunisme, pour moi, c'est pas moral, ce que je suis en train de dire. Les corbeaux sont des opportunistes, les loups sont des opportunistes. L'opportunisme, ça veut dire simplement que ce sont des animaux qui ont des trésors d'imagination pour tirer parti de toutes les situations qu'on leur offre. Et donc le loup, pour le moment, et en Belgique en plus, il risque de... Ça va être, vous savez, les moutons, il n'y a même pas souvent de bergers autour, puisque nos moutons chez nous sont laissés dans des champs, et donc c'est eux qui vont ramasser tout en première ligne. Mais il y a aussi des bois qui sont peuplés de cerfs, de sangliers. Le problème avec les loups, c'est que si on lui offre un mouton pratiquement sur une tartine,
Bon, ben voilà. Il faudrait peut-être des loups sportifs ou voilà, il faudrait sélectionner des loups qui non pas. C'est un peu comme si on disait des loups qui diraient comme les chasseurs quand on leur avait dit est-ce que vous voulez nous aider à tirer sur les bouquetins du Mercantour qui s'approchait d'être près des humains et que les chasseurs avaient dit oh ben non, ce serait comme tirer après des vaches quoi. Ben non, les loups ils n'ont pas la dignité des chasseurs. On va dire. Et donc voilà, les loups sont dans une situation qui est inverse. Mais est-ce qu'elle va durer? Est-ce que ça tiendra? Je n'en suis pas sûre, parce que la Belgique est assez mal fichue pour accueillir les loups, mais les loups sont extrêmement, je veux dire, ils peuvent composer avec vraiment pas mal de choses, et ils sont vraiment très malins pour composer. Je ne réponds pas directement à votre question, mais on n'est pas du tout dans le cas du désert de l'ectopiste, là. Non, c'est... Ok, on me rappelle à l'ordre, donc on va devoir mettre fin à cette petite rencontre. Donc vous dire que les ouvrages de l'une et de l'autre sont là-bas, que Vinciane a une actualité prochainement chez Actes Sud, Habiter en oiseau, c'est ça, qui sortira en septembre. Caroline, une actualité prochaine, d'abord faire vivre. Nous sommes à la lisière, c'est déjà très bien. Vous dire qu'à la sortie aussi, il y a quelques exemplaires du magazine Imagine, qui est donc à votre disposition, un petit cadeau d'un magazine alternatif et indépendant qui traite des questions d'écologie, de société et qui notamment a traité la question animale ça et là. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Et j'ai un petit message pour les admirateurs et les admiratrices de Caroline, qui a eu la gentillesse de remplacer Nathalie Skoronek au pied levé pour le programme qui suit directement celui-ci à Tulitu. Et pendant un quart d'heure, oui, c'est juste en face. Et pendant un quart d'heure, Caroline va parler des livres qui a marqué sa vie et son écriture. Donc, si vous voulez faire signer votre exemplaire, elle vous attendra juste dans un quart d'heure en face. Ou elle revient ici. Voilà. Merci à toutes les deux. Voilà. Bon après-midi, au revoir.